On va maintenant voir les grands théorèmes des fonctions qui sont continues sur un intervalle. Le premier de ces grands théorèmes, c'est un théorème que vous connaissez depuis un petit moment, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. On va en voir plusieurs versions. Là, je vous donne la version qui est la plus simple. Donc cette version raconte quoi? Cette version raconte que si I est un intervalle de R, on verra que cette hypothèse est absolument essentielle, et si f est une fonction qui est continue sur cet intervalle I, et s'il existe des valeurs alpha et bêta dans I telles que f de alpha et f de bêta sont de produits négatifs ou nuls, alors ça signifie simplement que f de alpha et f de bêta sont de signes contraires. C'est-à-dire que l'un des deux est positif ou nul, l'autre des deux est négatif ou nul quand on applique la règle des signes. Alors, si on est dans cette situation-là, notre fonction, elle s'annule au moins une fois entre alpha et bêta. Alors c'est ce théorème qu'on va examiner, c'est ce théorème qu'on va démontrer. C'est parti pour la démonstration. Alors la démonstration de ce théorème est particulièrement intéressante, c'est une dichotomie. C'est des choses qu'on a déjà étudiées en informatique sous la forme de diviser pour régner. Donc je vais me placer dans une situation tout de même particulière. Je vais supposer que f est une fonction continue sur l'intervalle I. Je vais supposer que f de alpha est négatif ou nul, c'est-à-dire je me place dans la situation que j'ai illustrée ici. F de alpha est négatif ou nul. Je vais supposer que f de bêta est positif ou nul. Voilà, je vais me placer dans cette situation-là. Et je vais essayer de vous démontrer que la fonction f, elle s'annule donc au moins une fois entre a et b. Attention, c'est au moins une fois. A priori, elle pourrait s'annuler plusieurs fois. Et je vais vous démontrer ça en trouvant deux suites adjacentes qui vont converger vers le point qui est ici, c'est-à-dire vers un des zéros de la fonction. Donc mon objectif, c'est de faire ça, c'est de construire deux suites adjacentes qui convergent vers ce point. Alors, avant de rentrer dans le détail de la démonstration, je vais déjà illustrer cette démonstration géométriquement. Donc pour construire cette suite adjacente, je vais construire les éléments de cette suite pas à pas. Donc il va y avoir la suite qui va être en dessous de ce point-là. Alors ce point-là, je vais l'appeler L. Donc il va y avoir une suite qui est en dessous de L, qui va être croissante, et une suite qui est au-dessus de L, et qui va être L décroissante. Ces suites, elles vont être initialisées comment? Eh bien, la première valeur de la suite qui est en dessous, je vais l'appeler A. Elle sera initialisée à alpha. Et la suite qui est au-dessus, sa première valeur, je vais la mettre à bêta. Donc là, pour l'instant, on a bien un encadrement de L. L'idée, c'est de faire quoi? L'idée, c'est de regarder ce qu'il se passe au milieu. Donc, je vais me placer au milieu de l'intervalle. Et selon que l'image du milieu soit négative ou soit positive, je vais savoir où est-ce que se situe le 0, enfin un 0 de cette fonction. Donc là, par exemple, comme l'image de ce point est négative, il y a peu de chances que je trouve un 0 dans cet intervalle-là, par contre, toutes les chances de trouver un 0 dans cet intervalle-là. Donc, je vais remplacer la valeur de A0 par A1, ça sera le milieu, et je vais conserver la valeur de B1. En faisant ça, je me ramène sur un intervalle qui est de longueur 2 fois plus petite que l'intervalle de départ, avec A qui est dans le sens croissant, et B qui est dans le sens décroissant. Pour l'instant, les valeurs de B n'ont pas été modifiées. Et je recommence. Je me place au milieu. Cette fois-ci, le milieu il est situé ici. Donc cette fois-ci, la suite que je vais faire évoluer, c'est B. B2 sera situé ici. Quant à A2, lui, il est situé sur A1. Donc là maintenant, je regarde si j'ai un 0 de ce côté ou de ce côté. Ce qui va me permettre de choisir ça, c'est est-ce que f de B2 a une image positive ou une image négative? Son image est positive, là est négative, donc on a probablement, c'est ce qu'on veut démontrer, un 0 dans cet intervalle. Et cet intervalle, il est de longueur 2 fois plus petite que cet intervalle-là, donc 4 fois plus petite que cet intervalle-là. Et on continue le procédé. On se replace au milieu de ces deux points, on va être ici. Cette fois-ci, c'est la suite A qui va évoluer en A3, et B, elle, va rester bloquée à B2.
Donc on voit qu'on obtient encore une fois un intervalle plus petit, donc 8 fois plus petit que l'intervalle de départ, et que les termes de la suite A sont dans le sens croissant, celles de la suite B sont dans le sens décroissant. Et on recommence le procédé, on recommence le procédé, on recommence le procédé. Évidemment, vous avez compris, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe asymptotiquement, c'est-à-dire lorsqu'on fait tendre n vers l'infini. Alors, on va démontrer tout ça maintenant. On va voir que la démonstration est pas très compliquée, hein. Il suffit d'écrire noir sur blanc ce qu'on a vu ici. Alors, ça va être une démonstration par récurrence, c'est-à-dire que je vais construire les termes de cette suite en faisant une récurrence. Je vais énoncer la propriété que je vais démontrer par récurrence. Alors, cette propriété, c'est il existe donc un terme AN appartenant à l'intervalle I et un terme BN appartenant à l'intervalle I, tel que... Alors moi, ce que je veux assurer, c'est que les termes de la suite A ont toujours une image négative et les termes de la suite B ont toujours une image positive par F. Donc, tel que f de AN est inférieur ou égal à 0 et f de BN est supérieur ou égal à 0. Donc je veux m'assurer de cette propriété, mais je veux qu'à chaque étape, on divise l'intervalle sur lequel se trouve f par 2. Donc je vais imposer que Bn moins An va être égal à la longueur de l'intervalle de départ, mais divisé par 2 puissance n, puisqu'on divise par 2 à chaque itération. Donc voilà la propriété qu'on se propose de démontrer par récurrence. Alors la propriété P de 0, là il n'y a rien à faire, P de 0 est vrai, on va simplement le vérifier, mais la vérification est évidente, puisque alpha est bien un élément de I, bêta est bien un élément de I, et puis bêta moins alpha est bien égal à bêta moins alpha sur 2 à la puissance 0, puisque 2 à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc là, aucun souci, l'initialisation, elle est bien assurée. Ensuite, donc on va traiter l'hérédité, on se donne un entier naturel n, on suppose, comme d'habitude, P de n vrai, et on montre P de n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on sait ici par hypothèse de récurrence? Par hypothèse de récurrence, on se place dans la situation où on sait qu'il existe, donc ça c'est, je vais tout de suite appliquer mon hypothèse de récurrence pour partir de la bonne situation. Donc il existe pour l'instant AN et BN, deux éléments de l'intervalle I, donc tels que, tous les deux, tel que j'ai la propriété suivante, f de AN est plus petit que 0, qui lui-même est plus petit que f de BN, et la condition qui est importante, Bn moins An, c'est bêta moins alpha, le tout divisé par 2 puissance n. On divise par 2 à chaque fois. Donc maintenant, je vais exactement faire l'étape que j'ai déjà répercutée plusieurs fois ici. Donc on va regarder ce qu'il se passe au milieu. Donc je calcule le milieu de An et de Bn. Ce milieu, c'est An plus Bn sur 2. Donc, ce qui se passe au milieu de AN et de BN, ça sera évidemment un élément de l'intervalle I, justement parce que I est un intervalle. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on utilise que I est un intervalle. Et évidemment, c'est très important, parce qu'imaginez qu'au milieu, il y a un trou, vous ne soyez plus dans l'ensemble de définition de la fonction, le théorème ne s'appliquera plus. Donc là, on voit que l'hypothèse d'intervalle, elle est absolument indispensable. Alors, on a vu que selon l'image de M, on va faire évoluer plutôt la suite A ou plutôt la suite B. Donc on va faire une petite disjonction de cas. On va regarder ce qu'il se passe lorsque f de M est positif ou nul. Alors si f de M est positif ou nul, alors dans ce cas-là, c'est la suite B qu'on va faire évoluer. Dans ce cas-là, je vais poser Bm plus 1 est égal à M, ce qui me garantit que Bm plus 1 est bien un élément de I, et je vais poser An plus 1 est égal à An, là il n'y a rien qui bouge, et ceci est bien par hypothèse de récurrence un élément de I. Eh bien ces valeurs-là, elles conviennent, puisque comme je me place au milieu, je vous rappelle si je fais un petit dessin, j'ai ici An, ici j'ai Bm, et mon terme M, il se trouve évidemment exactement au milieu. Donc, quand on calcule la différence Bm plus 1
moins AM plus 1, on va évidemment récupérer Bn moins An, le tout divisé par 2, puisqu'on a coupé l'intervalle en deux, ce qui correspond exactement à bêta moins alpha, le tout divisé par 2 à la puissance n plus 1, puisqu'on redivise ce terme-là par 2. Donc, tout va bien si f de m est positif ou nul. Si, maintenant, on se place dans la situation où f de m est strictement négatif, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans ce cas-là, on va bloquer la valeur de bn plus 1 à bn, qui est bien un élément de i. On va faire évoluer, par contre, la valeur de an plus 1 à m. Et là, on voit, là je ne vais pas refaire le calcul, que bn plus 1 moins an plus 1, eh bien ça a été divisé par 2. Donc c'est am moins bn, le tout divisé par 2, puisqu'on regarde maintenant par rapport au milieu. Et donc c'est bien bêta moins alpha sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, on vient bien de démontrer que la propriété P de n plus 1, elle est bien vérifiée. Donc la propriété P de n plus 1 est vraie. Donc on peut dire que la propriété qu'on a récupérée ici, elle est vraie pour tout n appartenant à n. Mais il y a des bonus. Quels bonus on récupère? Les bonus qu'on récupère, c'est que déjà, ma suite à n, elle est nécessairement croissante. Puisqu'on voit que dans cette évolution-là, la suite à n, elle ne peut partir qu'à droite. Quant à la suite bn, elle est forcément décroissante, puisqu'elle ne peut partir qu'à gauche. Donc, on récupère, après cette récurrence, que déjà, la suite à n, elle est croissante. Par construction. On récupère que la suite bn, elle est également décroissante, toujours par construction. Et la condition imposée sur la distance entre bn et an nous dit que bn moins an est égal à bêta moins alpha sur 2 à la puissance n. C'est une suite géométrique de raison 1,5. Cette suite, elle converge vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Moralité, qu'est-ce qu'on récupère sur ces suites an et bn? On récupère que les suites an et bn sont adjacentes. Or, deux suites adjacentes, elles convergent nécessairement vers la même limite. Donc, convergent vers une limite que je vais appeler L, et qui, pour le coup, va être contenue entre A0 et B0, donc entre alpha et bêta. Donc ma limite, je suis sûr qu'étant donné qu'elle est entre alpha et bêta, cette limite, elle va être un élément de l'intervalle i. Donc là, on a réalisé l'essentiel pour l'instant de notre travail. On a construit deux suites adjacentes qui convergent vers une limite L qui est dans l'intervalle i, et cette limite L, géométriquement, c'est probablement la valeur qui est ici. Maintenant, reste à savoir si cette valeur de L, elle vérifie bien la condition que l'on souhaite, dire est-ce que f de L est égal à 0. Alors pour montrer que f de L est égal à 0, on n'oublie pas la condition qu'on a récupérée sur la suite AN et sur la suite BN. On a en effet que pour tout n appartenant à n, f de AN est négatif ou nul, et que f de Bn est positif ou nul. On a cette relation-là pour tout n appartenant à n, et on sait évidemment que la fonction f est continue. Donc, comme la suite AN, elle converge vers L lorsque n tend vers l'infini. Avec L, je vous rappelle, qui est un élément de i. On en déduit donc que la fonction f, elle est continue en L, puisque comme elle est continue sur i, elle est continue en tout point de i, donc elle est continue en L. Donc, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de an est égale à f de L. Ça, c'est la continuité de la fonction qui nous permet de le dire. La continuité de f en L me permet de passer à la limite à l'intérieur de la fonction. Comme la suite Bn, elle est également convergente vers M, on peut faire exactement le même raisonnement avec la suite Bn, et on obtient que la limite lorsque n tend vers l'infini de f de Bn, elle est aussi égale à f de L. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec la relation qui est ici? Dans cette relation, on a vu que tous les termes qui sont ici, ils convergent. Comme on s'est assuré que tous les termes convergent, on va pouvoir faire un
passage à la limite dans étoile. Donc attention, là, on utilise un théorème de passage à la limite. On passe à la limite dans la relation étoile, ce qui est bien possible puisqu'on s'est bien assuré que tous les termes convergent. Et qu'est-ce qu'on obtient en passant à la limite dans étoile? Bien, on va récupérer f de L, ça c'est la limite du premier terme, et inférieur ou égal à 0 est inférieur ou égal à f de L. Voilà ce qu'on récupère. Donc on récupère que f de L est négatif ou nul et positif ou nul. Donc on récupère directement que f de L est égal à 0. Quelle était la question au départ? La question au départ était de savoir si la fonction f s'annulait au moins une fois entre alpha et bêta. Eh bien, on a bien vu que L, il appartient à l'intervalle alpha-bêta. Ça, c'est parce que les suites AN et BN sont adjacentes, donc la limite, elle est située entre les deux extrémités de ces suites. Et f de L est égal à 0. On vient donc bien de montrer que f s'annule au moins une fois entre alpha et bêta. F s'annule au moins une fois entre alpha et bêta. Et c'est gagné. On a donc bien démontré l'existence d'un zéro entre alpha et bêta pour la fonction f. Alors ce fameux théorème des valeurs intermédiaires qu'on vient de démontrer, c'est un théorème qui va nous permettre de résoudre certaines équations, ou plus exactement de montrer que certaines équations ont une solution. Mais attention, c'est un théorème existentiel, c'est-à-dire que c'est un théorème qui nous permet de dire que sous certaines conditions, une fonction continue sur un intervalle s'annule. On va essayer d'exploiter ce théorème existentiel et cette condition suffisante pour qu'une fonction s'annule pour montrer que certaines équations abstraites ont des solutions dans un intervalle donné. Donc on sera souvent dans la situation suivante. On a f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle i. On a une équation qui s'écrit f de x est égal à g de x. Et on veut savoir si cette équation, on veut trouver un moyen de montrer que cette équation admet au moins une solution dans l'intervalle i, bien entendu. Alors comment on peut procéder? Quelle idée on peut avoir pour démontrer qu'il existe bien des solutions? Eh bien, l'idée générale, c'est d'essayer d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. La première des choses à faire, quand on sera dans cette situation-là, c'est évidemment de se ramener à 0. Donc cette équation-là, au lieu de la laisser sous cette forme-là, il vaudra toujours mieux l'écrire f de x est égal à g de x. Il vaudra toujours mieux l'écrire f de x moins g de x est égal à 0 pour se ramener à une quantité qui ne dépend pas de x. Alors pourquoi ça c'est intéressant? Parce que maintenant on voit que la question, on peut la reposer différemment. La question devient, est-ce que la fonction f moins g s'annule? Or, le théorème des valeurs intermédiaires, il vous donne une condition suffisante pour qu'une fonction s'annule. Ce que nous allons regarder pour montrer que cette équation a des solutions, c'est la continuité de la fonction f moins g. Donc cette fonction-là, elle est continue en utilisant les opérations algébriques sur les fonctions continues, elle est continue sur l'intervalle i. Qu'est-ce qui serait donc suffisant pour que cette fonction s'annule? Ce qui est l'objectif qu'on s'est fixé. Bien, il suffirait de montrer que cette fonction, cette nouvelle fonction que je vais appeler phi, prend des valeurs positives et négatives. Donc là, s'il existe des nombres alpha et bêta appartenant à l'intervalle i, tels que phi de alpha fois phi de bêta est négatif ou nul, c'est-à-dire on a trouvé des images de phi qui ont des signes différents, alors les deux conditions qui sont ici par le biais du théorème des valeurs intermédiaires, donc grâce au théorème des valeurs intermédiaires, on peut dire qu'il existe bien un nombre T0 entre alpha et bêta, mais comme i est un intervalle, eh bien T0 sera évidemment un élément de i, puisque quand on prend deux points dans un intervalle, tout ce qu'il y a entre les deux points reste dans l'intervalle. Donc il existe bien un T0 entre alpha et bêta élément de i, tel que f de
t0 moins g de t0 est égal à 0. C'est-à-dire tel que f de t0 est égal à g de t0. Donc si la question est de savoir si cette équation a des solutions, on peut se ramener dans le schéma du théorème des valeurs intermédiaires, on se ramène à 0, on étudie si la fonction qu'on récupère est une fonction continue, et si cette fonction a le bon goût de prendre des valeurs négatives et positives, alors elle s'annulera et notre équation aura au moins une solution. On va tout de suite faire un exercice clé, un exercice très important, pour voir comment dans un cas concret on va s'en sortir. Cet exercice est un exercice très important pour comprendre comment fonctionne le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va se donner une application qui est définie sur le segment AB à valeur dans le segment AB, une application continue, et on va montrer que cette application admet au moins un point fixe. Alors déjà, premier piège dans lequel il ne faut pas tomber. Dire que f est définie sur AB à valeur dans AB, ça, attention, ça veut dire qu'elle est à valeur dans AB. Donc ceci, ça nous dit que l'image du segment AB par la fonction f est inclue dans le segment AB. Il ne s'agit évidemment pas d'une égalité. Il n'y a effectivement aucune raison que cette application soit surjective. Donc on nous dit que l'application f, elle est à valeur dans l'intervalle AB. Alors, on veut montrer que f admet au moins un point fixe. Donc déjà, la première chose, ça va être de bien préciser ce que l'on cherche. Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Bien, la question, c'est on cherche s'il existe. On cherche s'il existe un nombre que je vais appeler t0 appartenant à l'intervalle AB, tel que f de t0 est égal à t0. Savoir si une fonction admet un point fixe, c'est savoir s'il existe un point, tel que si je l'applique à f, ça bouge pas. On a un point invariant. Alors, pour ça, déjà, l'idée, c'est de voir qu'on a une équation à résoudre. On est exactement dans le cadre du point méthode qu'on a défini tout à l'heure. L'équation qu'on a à résoudre, c'est l'équation f de x est égal à x. Et que pour pouvoir résoudre cette équation, pour pouvoir se ramener dans le giron du théorème des valeurs intermédiaires, il va falloir se ramener à 0. On va plutôt se ramener à l'étude de la fonction qui à x associe f de x moins x. Et donc pour pouvoir répondre à la question posée, qu'est-ce qui serait suffisant pour cette fonction pour conclure? Il serait suffisant qu'elle soit continue. Bon, elle est visiblement comme somme de fonctions continues puisque f est supposée continue. Et il faut montrer qu'elle prend des valeurs positives et des valeurs négatives. Si j'arrive à faire ça, c'est plié. Alors pour visualiser la situation, je vais faire un petit dessin où je vais me placer, alors je vais prendre AB est égal à 0,1, c'est pas la peine de prendre un intervalle quelconque. Pour voir les choses, ça marche tout aussi bien quand on se place entre 0 et 1. Donc pour savoir si notre fonction f admet un point fixe, en fait, on veut montrer que le graphe de la fonction, eh bien, il coupe celui de la droite d'équation y est égal à x. C'est ça qu'on veut démontrer. Sachant qu'a priori, étant donné que notre fonction elle est supposée définie sur 0,1 à valeur dans 0,1, l'histoire va se placer dans le carré que je délimite ici, puisque le graphe de la fonction f sera forcément situé dans ce carré, étant donné les valeurs de la fonction. Donc comme cette application elle est définie sur 0,1 à valeur dans 0,1, on veut montrer qu'il y a forcément un point fixe pour la fonction f. Alors effectivement, si on trace une fonction qui vérifie les différentes propriétés de l'énoncé, ben on voit effectivement que elle devra couper la droite d'équation y égale x en un ou en plusieurs points. Donc ici, par exemple, il y a plusieurs valeurs qui conviennent, il y a plusieurs valeurs qui vont correspondre à des points fixes. Donc maintenant qu'on a bien illustré la situation, on va voir la puissance du théorème des valeurs intermédiaires. Donc je vais considérer la fonction g sur l'intervalle 0,1, sur l'intervalle AB, fonction à valeur dans R, qui à x associe f de x moins x. Donc je considère cette fonction-là, et c'est à cette fonction que je vais appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors cette fonction, attention, je ne connais pas son signe. Justement, l'objectif, c'est de montrer qu'elle prend des valeurs positives et négatives. Alors déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que la fonction g, elle est continue sur l'intervalle AB, puisque c'est une différence de fonction continue. Donc là, j'applique les opérations sur les fonctions continues, tout se passe bien.
J'ai maintenant à regarder si cette fonction prend des valeurs positives et négatives. Alors évidemment, la première chose que je vais regarder, c'est ce qui se passe aux extrémités. Alors, les extrémités de quoi? Bah déjà, les extrémités de l'intervalle. Donc, je vais calculer G de A. Quand je calcule G de A, je vais récupérer F de A moins A. Or, F de A moins A, je connais son signe, puisque F de A est un élément de l'intervalle AB. N'oublions pas que la fonction f est à valeur dans AB. Or, si f de a appartient à l'intervalle AB, on a donc directement que f de a, il est supérieur ou égal à 1. Comme ici, on avait f de 0 qui était plus grand que 0. Ce qui veut donc dire que cette quantité, elle est positive ou nulle. Si on fait le même travail avec g de b, g de b est égal à f de b moins b. Or, on sait que f de b est un élément de l'intervalle AB, puisque f est à valeur dans AB. On obtient donc directement que f de b est plus petit ou égal à b. Ce qui veut donc dire que f de b moins b sera négatif ou nul. Moralité, on a une fonction g qui est continue sur l'intervalle AB. Cette fonction prend des valeurs positives et négatives sur l'intervalle AB. Qu'est-ce qu'on peut déduire du théorème des valeurs intermédiaires? Eh bien, on déduit du théorème des valeurs intermédiaires que la fonction g, elle s'annule au moins une fois dans l'intervalle AB. Et par conséquent, on peut bien conclure qu'il existe donc un nombre T0 appartenant à l'intervalle AB, tel que g de T0 est égal à 0, et donc tel que f de T0 est égal à T0. Donc, voilà comment on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. C'est toujours la même histoire. On se ramène à 0, et là, on voit qu'il y a un protocole à suivre qui n'est pas très compliqué pour appliquer ce théorème. Le mieux, c'est de faire un petit dessin pour essayer de bien visualiser la situation. Ça, c'est quelque chose qui éclaire toujours une situation en mathématiques.